Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Après cette pause consacrée au mois de Ramadan, je suis d'abord heureuse de vous souhaiter un joyeux Aïd où que vous soyez en Afrique. J'espère que vous l'avez passé en sérénité, accompagné de votre famille. J'espère que ce mois sacré de Ramadan a aussi été l'occasion pour vous de vous consacrer à la croyance et à la bienveillance les uns pour les autres. Madame, Monsieur, sans plus attendre, on entame notre émission. Au cœur de l'Afrique, un pays jeune et encore fragile, le Soudan du Sud, se bat pour surmonter les cicatrices de son histoire récente. Né de la scission du Soudan en 2011, ce territoire riche en pétrole et en ressources naturelles fait face à des défis immenses. Un abcès sécuritaire et des tensions communautaires minent déjà un pays qui est déjà déchiré et sa population. Moins de 2 ans après la scission du Soudan, le Soudan du Sud fait face à une terrible guerre civile qui coûte la vie à des millions de personnes et marque le début de l'instabilité. Et depuis, l'avenir du pays reste incertain. Les récents événements avec l'arrestation du vice-président Riek Machar par les forces loyalistes du président Salva Kiir marquent une escalade sans précédent, mettant en péril un accord de paix déjà fragile. La réconciliation et la reconstruction ou la construction d'une nation unie semble aussi être difficile pour le jeune pays. Entre le président et son vice-président, les rivalités politiques sont exacerbées. Il y a quelques mois, alors que le pays entamait la dernière étape d'une transition tumultueuse. Mais ces rivalités politiques n'expliquent pas à elles seules les tensions et la fragilité du jeune pays. L'histoire de l'Afrique nous l'a appris. Quand un pays ne parvient pas à trouver la stabilité, il faut creuser, comprendre l'implication des puissances coloniales et impérialistes. Et pour ces tensions internes servent leurs intérêts ou comment ces tensions servent leurs intérêts. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, durant lequel j'aurai le plaisir d'être accompagné de François Ndegwe, président de l'African Advisory Board, qui nous rejoint depuis Washington DC. Bonsoir François. Bonsoir, merci beaucoup et salutations aux téléspectateurs de Cap sur l'Afrique. Merci François d'avoir accepté notre invitation et c'est toujours un honneur de vous recevoir sur ce plateau. François, je le disais il y a un instant lors de mon introduction, les événements se sont un peu précipités ces derniers jours ou ces dernières semaines au Soudan du Sud avec ces vives tensions qui existent entre le président de la transition, le président du Soudan et son vice-président. Est-ce que vous pouvez justement nous revenir sur ces derniers événements et quelle est leur importance ? Vous avez eu raison de souligner, c'est une tragédie terrible que l'arrestation du vice-président dans un contexte qui était déjà lui-même incandescent et on désespère de ce pays. Mais ces histoires plongent leurs racines non seulement, comme vous dites, dans des rivalités personnelles et claniques, mais elles ont leurs racines un peu plus loin dans l'histoire de ce pays tumultueux qui a été brisé en deux. C'est un cas d'école en Afrique parce que, soi-disant, les chrétiens soudanais ne pouvaient pas vivre avec les musulmans soudanais, ce qui était faux. Le Soudan en entier faisait un pays qui avançait carré, qui avait ses problèmes et qui pouvait se régler. Par facilité, les Américains surtout ont précipité et ont favorisé la fracture de ce pays. Alors, il fallait dire aux gens, aux uns aux autres, que oh, écoutez, vous êtes brimés par des musulmans ou aux autres, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui, encore une fois, je dis, est faux. Résultat des courses, nous avons un pays qui a été fracturé en deux et les deux parties du pays, aucune partie ne connaît la paix. C'est une tragédie qui a été orchestrée dès le départ par des forces extérieures, mais qui a eu sur l'intérieur des acteurs qui ont joué le jeu. C'est très regrettable. Alors, pour répondre plus précisément à votre dernière question, le président Salva Kiir, de mon point de vue, agit comme un dictateur et qui n'a pas beaucoup de soucis pour la stabilité de son pays.
Je crois qu'on était arrivé à une situation où on pouvait quand même arriver à la paix et permettre enfin à un pays qui, depuis les années 60, n'a jamais connu la paix. Vous avez des populations qui sont quasiment en guerre ou réfugiées dans les pays aux alentours. C'est très regrettable cette arrestation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que nous allons entrer dans un cycle de violence, étant donné que les cycles de violence dans ce pays durent environ une décennie? C'est vraiment très regrettable. François, vous avez parlé justement de ces rivalités, de ce qu'on a présenté comme étant des rivalités ethniques ou une répression des communautés musulmanes à l'encontre des communautés chrétiennes qui ont conduit à la scission du Soudan à partir de 2011. Mais aujourd'hui, on présente aussi le Soudan, la guerre civile que traverse actuellement le Soudan comme étant une guerre de rivalité, je mets cela entre parenthèses, de rivalité ethnique entre les populations Dinka et les populations Nuer. Est-ce que finalement, ce n'est pas le choc des civilisations de présenter les choses comme ça? Est-ce que finalement ces rivalités dont on parle aujourd'hui, ces rivalités ethniques, ne sont pas là aussi une machination de l'Occident comme on le voit souvent en Afrique? Il faut le répéter sans cesse. Vous avez en partie raison, mais je ne vous suivrai pas tout à fait. Parce qu'il est indéniable qu'il y a des rivalités de nature clanique. Et parce que, on l'a vu, ce n'est pas la première fois qu'il y a des spasmes de violence qui opposent un clan à un autre. Certes, les forces extérieures peuvent manipuler, mais comme on dit souvent, les forces extérieures ne peuvent manipuler avec succès que si ces forces se trouvent à l'intérieur des conditions qui favorisent. Or, ici, il y a des conditions qui favorisent cela. Et moi, je suis très critique du président du Soudan qui n'a pas complètement joué le jeu. Et il n'y a pas de raison que parce qu'il dispose de la force militaire et que de la force qui devrait être au service de la population au lieu d'être à son service personnel, cette force est utilisée, par exemple, pour arrêter le vice-président qui alors peut déclencher encore, je dis, un cycle de violence. Je vous dis, au Soudan, les cycles de violence sont très longs et durent très long et malgré les négociations, on retombe sur ce pied. D'autre part, nous ne devons pas toujours rejeter le tort sur les autres. Nous devons nous dire en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Cette crise ne commence pas aujourd'hui. Ça veut dire que, par exemple, l'Union africaine n'a pas été efficace, les organisations n'ont pas été efficaces, non seulement pour apporter un cadre de paix, mais pour l'imposer. À un moment donné, il faut pouvoir imposer la paix face aux souffrances sans limite que subissent les populations. Nous devons nous regarder nous-mêmes, voir ce qu'on n'a pas pu faire. Et encore une fois, le Sud-Soudan est un cas d'école à cet égard. François, on va revenir justement sur le rôle des puissances régionales, mais aussi des organisations continentales et régionales. Avant, vous avez parlé de rivalité clanicale. Autour de quoi se cristallisent ces rivalités aujourd'hui entre ces différents clans qui se battent au Soudan du Sud? Très bonne question. Je répondrai, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste du Sud-Soudan, mais à ma connaissance, je dirais tout simplement que ces rivalités n'ont pas lieu d'être. Ces rivalités n'ont pas lieu d'être, surtout si l'on se place dans les conditions qui ont amené à la création de la République du Sud-Soudan. La République du Sud-Soudan, on avait présenté les choses comme deux blocs monolithiques, un bloc entre guillemets chrétien animiste au sud contre un bloc musulman dominateur au nord. Donc, quand on parle de blocs, on suppose qu'il y a une homogénéité. Mais en réalité, il y a une hétérogénéité démographique et une hétérogénéité ethnique, y compris au sud. Et donc, ce sont uniquement, de mon point de vue, les enjeux de pouvoir politique et les intérêts économiques qui facilitent cette émergence de conflits à connotation ethnique. Donc, ce sont des enjeux économiques derrière tout cela. Il n'y a pas de raison d'animosité particulière entre un groupe ethnique contre un autre. Il faudrait aller à la base, voir comment répartir le pouvoir de sorte que on prenne en compte ces différents groupes et qu'on crée ce qui manque le plus. Et à cet égard, moi, j'avais eu à critiquer en son temps la constitution du Sud-Soudan parce que c'est une constitution qui ne permet pas
de créer ce qui est le plus important pour un pays, à savoir la confiance entre les différents groupes ethniques. Si vous n'avez pas de confiance entre les différents groupes, que ce soit ethniques ou sociaux qui composent la nation, vous ne pouvez pas avoir de cohésion sociale. Et vous n'avez pas de cohésion sociale, vous n'aurez pas de cohésion nationale. La suspicion s'installe. On a peur que si un groupe ou le représentant d'un groupe est au pouvoir, il utilisera ce pouvoir uniquement pour son pouvoir personnel et celui de son clan. Et malheureusement, c'est ce qui se passe depuis 2011 dans la République du Sud-Soudan. Très bien, François. Merci pour l'ensemble de ces réponses. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après ceci. Madame, Monsieur, re-bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, c'est au Sud-Soudan que nous faisons escale et je suis accompagnée de François Ndengwe, qui est président de l'African Advisory Board, qui m'a rejoint depuis Washington DC. J'ai également le plaisir et l'honneur d'être rejointe ce soir par Jonathan Batangene, qui est spécialiste de la géopolitique africaine et qui me rejoint depuis Douala, au Cameroun. Bonsoir, Jonathan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs d'H24 et au professeur Ndengwe. Très bien. J'ai eu déjà l'honneur d'avoir fait une émission avec vous deux et j'espère qu'on aura la même énergie aussi ce soir. Alors, Jonathan, je reste avec vous. Durant la première partie, on est revenu sur les derniers événements qui ont secoué le Soudan avec François, l'impact aussi des puissances impérialistes, l'impact qu'a eu ou bien le rôle qu'ont joué les puissances impérialistes, mais aussi le passé du Soudan et avant cette scission et ces rivalités qui ont miné le Soudan et qui finalement ont conduit à cette scission sous fond de vives tensions autour de l'énergie et du pétrole. Avec vous, j'aimerais justement qu'on revienne sur cette scission qui a été en 2011, je rappelle, célébrée comme étant un nouveau départ pour cette région du continent qui se trouve au cœur du continent. Mais finalement, moins de 2 ans plus tard, on se retrouve avec une guerre civile qui fera des millions et des millions de morts, mais aussi un drame humanitaire, une tragédie humaine. Finalement, Jonathan, est-ce qu'on peut parler de nouveau départ ou bien de naissance d'un nouveau pays en Afrique ou juste un nouvel abcès avec toutes les tensions que traverse et le Soudan du Sud et le Soudan? Le Soudan, dans son implosion, a laissé éclore des poches de tension qu'aujourd'hui tout le monde déplore. Des poches de tension qui se traduisent par des velléités de contrôle des ressources stratégiques dans le Soudan ancien qu'on appelle le Soudan classique, où vous avez le général Al-Bourhan et le général Hemeti qui se battent. Il y a les ressources comme l'or qui sont aujourd'hui la source de toutes les convoitises. Au niveau du Soudan du Sud, c'est l'or, c'est aussi le pétrole, parce que cette zone est hautement riche en pétrole. Mais il faut un peu revenir à l'essence de ce conflit. Le conflit prend ses sources dans la stabilisation de l'État du Tchad. Parce que tout ce qu'on a vu au sud du Soudan, au sud du Soudan, effectivement, c'était un prolongement des efforts du maréchal Idriss Déby, paix à son âme. Nous l'avons célébré comme un grand panafricaniste pour son soutien apporté au panafricanisme. Mais il a aussi des tas qu'il traîne dans son histoire. C'est aussi la fabrication de ces mouvements qui sont devenus des mouvements sécessionnistes au sud du Soudan. Alors pourquoi le président Idriss Déby se sentait cette obligation de créer ces mouvements insécuritaires? C'est que pour conquérir le pouvoir, il va avoir recours à une partie de la grande famille des Agawa, les Agawa Borogat. Les Borogat sont une composante qui est à cheval entre le Soudan et le Tchad. Et à cette époque, il va bénéficier du soutien du président Omar El-Béchir. Omar El-Béchir va lui aussi être soutenu dans cette entreprise de conquête du pouvoir du Déby au Tchad par la France et contre les États-Unis. Mais lorsque Déby revient pour carrément ce désordre au niveau du Soudan, il va être paradoxalement soutenu par les Américains. Les Américains vont l'accompagner. C'est les Américains qui vont
porter les grands mouvements du Sud-Soudan qui vont aboutir à la sécession. C'est les Américains qui vont financer, armer ces mouvements en espérant qu'ils pourront faire main basse sur les ressources pétrolières du Soudan, alors qu'ils avaient déjà le contrôle des ressources pétrolières au niveau du Tchad. Il faut noter qu'à cette période, c'était Chevron Texan, le conglomérat, qui exploitait le pétrole du Tchad via le pipeline Doba-Kribi au Cameroun. Donc, les Américains se disaient qu'en joignant les deux puissances pétrolières de la sous-région, ils auront enfin le contrôle de riches réserves. Et comme la convoitise états-unienne sur les réserves pétrolières est toujours énorme, ils ont encouragé ces mouvements jusqu'à la formation du Sud-Soudan. La France, par la suite, s'est mise également dans la danse de manière opportuniste en espérant que dans l'abondance des ressources pétrolières, il y aurait donc un partage entre eux et les États-Unis. Les Britanniques sont restés dans la convoitise, n'ont pas beaucoup contribué, mais au niveau du Conseil de sécurité, on les a vus actifs autour des Français et des États-Unis. La création donc de l'État du Sud-Soudan ne part pas sur des bases saines. Ça ne part pas sur les revendications de populations qui sont effectivement marginalisées. Il s'agissait essentiellement de la construction géopolitique à partir d'acteurs endogènes au continent, avec le soutien d'acteurs exogènes, dont les États-Unis et la France. Est-ce que Jonathan, je m'excuse de vous couper, est-ce qu'on peut finalement dire qu'aujourd'hui, finalement, cette scission est une manière de maintenir les deux pays sous le giron de l'Occident ou des puissances impérialistes, mais surtout de maintenir cette région du Nil? Vous avez cité les pays comme le Tchad, de maintenir cette région du Nil et ses richesses, que ce soit le pétrole ou les autres richesses, dans le giron impérialiste. C'était, vous savez, ils avaient un projet, c'était de construire la puissance états-unienne dans le prolongement de ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Souvenons-nous toujours de cette carte qui a été découverte dans les mains de ces soldats états-uniens, de ce colonel états-unien en 2004 en Irak, où on a vu essaimer des nouveaux pays dans ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient part carrément du nord du Cameroun jusqu'à cet espace qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est tout cet espace qui est aujourd'hui traversé par des dynamiques insécuritaires comme le Boko Haram, avec des mouvements terroristes qui essaiment dans la zone aussi comme les mouvements dans le Sahel, ou les mouvements sécessionnistes qu'on a vus au niveau du Soudan. Ça participait de la déconstruction de l'État dans ces régions, l'émiettement des États dans toute cette zone, et la réappropriation par les multinationales du contrôle des ressources naturelles. C'est cette géopolitique que les États-Unis étaient en train de mettre en œuvre, ou sont en train de mettre en œuvre dans cette zone. Ils ne veulent pas d'États forts qui contrôlent ces ressources humaines et ces ressources naturelles. C'est d'ailleurs pourquoi ils se sont ligués contre Omar el-Béchir. Ils l'ont déboulonné du pouvoir et ils ont tout fait pour aboutir à la partition du Sud-Soudan. Donc, au-delà du simple contrôle des États, il y a une volonté de désintégrer la notion même d'État dans ces eaux. Et c'est la construction d'une nouvelle géopolitique où les multinationales sont de véritables entités qui opèrent de manière autonome et ont leur propre dynamique dans la conquête des ressources stratégiques qui leur sont utiles. C'est cette géopolitique que les États-Unis étaient en train de mettre en œuvre et c'est cette géopolitique qu'ils poursuivent encore. Le Soudan, malheureusement, est en train de subir. Tout à l'heure, le professeur Dengwa a déploré le fait que, malgré la partition, la scission, le Sud-Soudan n'arrive pas à parler d'une même voix, les Sud-Soudanais n'arrivent pas à parler d'une même voix pour penser le développement de leur pays. Non, ce n'est pas les Sud-Soudanais. Il s'agit d'acteurs agis de l'extérieur. Il s'agit d'acteurs à qui les multinationales font lorgner une certaine embellie, un certain prestige au niveau international. Et au nom de cela, on les a et on les envoie pour encourager ces dynamiques insécuritaires. Donc, c'est des acteurs qui sont totalement manipulés par des multinationales qui ont des intérêts dans ces territoires.
Il faut noter que le Sud-Soudan, jusqu'à présent, on ne peut pas se gargariser que ce soit un État normal. C'est un État sous perfusion internationale. Djouba, c'est une ville qui est sous administration de l'ONU. Donc, même Riek Machar, le président, ne peut pas se gargariser d'avoir un État qui est véritablement sous son contrôle. Et lorsque vous avez un État contrôlé par des dynamiques internationales, eh bien les acteurs qui contrôlent l'international, dont les multinationales, les ONG, peuvent faire valoir leurs lois. Et cette loi prend parfois le sens de guerre civile, malheureusement, ce qu'on observe actuellement au Sud-Soudan. Très bien, Jonathan. Je viens vers vous, François, à la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan. Il a parlé justement du rôle de ces multinationales et un rôle qui vient être confirmé avec la nomination d'Elon Musk dans l'administration américaine, ou encore le rôle des multinationales dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, dans l'ensemble des abcès sécuritaires que vit aujourd'hui l'Afrique, et même durant l'opération militaire russe menée en Ukraine. On a vu le rôle justement des multinationales dans la guerre directe et même sur le terrain. À la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan, qui ne partage pas tout à fait votre avis, selon Jonathan, il faut mettre en avant, il faut continuer à pointer du doigt le rôle des puissances et des multinationales dans la déstabilisation des pays comme le Sud-Soudan et même du Soudan et l'ensemble de la région. Vous coupez la poire en deux. Pour vous, le rôle des politiques internes et le rôle des politiques extérieures sont à mettre sur le même piédestal. À la lumière de ces deux visions, est-ce que vous pouvez nous dire finalement quelles ont été les conséquences géopolitiques directes de cette session? Merci, mais je n'ai pas entendu la dernière partie de votre question, s'il vous plaît. Je vous demande, à votre avis, d'ailleurs je vais poser la même question à Jonathan, quelles ont été finalement les retombées géopolitiques directes de cette session et de l'ensemble des politiques que vient d'énumérer Jonathan? Les retombées géopolitiques sont d'abord africaines. C'est un affaiblissement de l'Afrique. C'est une fracturation avancée de l'Afrique. Alors que l'on sait très bien que c'est cette fracturation qui affaiblit l'Afrique et qui ne permet pas à l'Afrique de construire un ensemble cohérent, y compris dans cette région de l'Afrique où il y a par exemple l'IGAD qui faisait un travail assez remarquable. Deuxièmement, les retombées sont internationales parce que nous savons très bien que le conflit qui se passe cette fois-ci, on va aller un peu plus au nord, au Soudan, n'est pas un conflit uniquement africain. Il y a des forces extérieures qui agissent, des forces, évidemment, la force américaine est là, mais des forces installées dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient qui ont leur pion et qui agissent. Et ces forces, on leur permet. Moi, je voudrais, bien sûr que je condamne toutes ces forces extérieures, mais aujourd'hui, je voudrais insister sur une chose. Nous devons, en tant qu'Africains, prendre nos propres responsabilités. Nous ne pouvons pas toujours rejeter sur les autres les malheurs qui nous arrivent. Et je pointe du doigt le président actuel du Sud-Soudan, M. Salva Kiir, qui a une très longue expérience de cette histoire. Figurez-vous qu'il était déjà là lors de la première guerre du Soudan, qui avait commencé sous le docteur Garand et qui a duré 17 ans, de 1955 à 1972. Ensuite, entre-temps, il y a eu le coup d'État de al-Béchir en 1983. Puis, il y a eu une seconde guerre civile qui, cette fois, a été infiniment plus longue, qui a duré plus de 2 décennies. Salva Kiir était toujours là. Donc, il connaît bien les choses, il sait ce qui se passe et il aurait pu, avec son expérience, apporter des résultats. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a cette longue expérience du pouvoir, qui a cette longue expérience des souffrances de sa population, se laisse manipuler. Moi, au début, avant qu'on ne crée cette fission, on m'avait invité à un débat au siège de la Banque mondiale à Paris, où le président de la Banque mondiale commençait déjà les manœuvres et M. Salva Kiir était là. J'ai eu à discuter avec certains de ces gens. J'ai dit, méfiez-vous, on est en train de vous entraîner à diviser votre pays. Il n'y a pas de raison rédhibitoire que vous ne soyez pas capable de vivre dans un seul pays avec des musulmans. Ne tombez pas dans le piège de dire que, bien sûr, on devait vous respecter et s'il y avait des injustices contre les chrétiens et si on voulait imposer l'islam ou imposer la langue arabe, vous deviez vous opposer et là, nous vous soutiendrons. Mais l'opposition de langue ou l'opposition de religion ne doit pas être une raison suffisante pour fracturer un pays. Et la preuve,
ce monsieur, il était très content, on le mettait dans de beaux hôtels à Paris, et ensuite, quelques temps après, ils sont donc allés vers la fracture de leur pays et ils ont proclamé leur indépendance le 9 juillet 2011. Moi, j'ai trouvé que c'était un jour pas très agréable pour l'Afrique, puisque vous parlez de retombées géopolitiques. C'était une défaite géopolitique de l'Afrique, et cette défaite s'est opérée alors que l'Union africaine était un acteur absent. Donc, si vous avez des institutions qui n'arrivent pas à jouer leur rôle, vous ne pouvez pas toujours vous plaindre sur l'extérieur. L'Union africaine a ce qu'ils appellent le Conseil de paix et sécurité. Posez-vous la question, allez voir les archives, allez sur le site de l'Union africaine, demandez-vous ce que l'Union africaine a fait pour empêcher d'abord la fracture du pays et ensuite pour essayer de calmer les choses aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être une organisation prétendument continentale et agir comme si vous étiez une ONG. Vous devez vous donner les moyens d'organiser votre continent, sinon ce n'était pas la peine d'avoir l'indépendance. Très bien. En résumé, moi je connais... Très bien François, je me permets de vous couper. Très chers téléspectateurs, on revient tout de suite après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique pour cette deuxième partie qui se penche aujourd'hui sur la situation au Soudan du Sud. J'étais avec François Ndengwe. Je ne sais pas si vous parlez justement du rôle de l'Union africaine que vous estimez avoir été absente, mais je rappelle qu'aujourd'hui la Commission de l'Union africaine a annoncé qu'elle comptait envoyer un groupe de sages à Juba justement pour discuter de la situation actuelle et pour peut-être apaiser les esprits et revenir à la feuille de route initiale de la transition au Soudan. Je vous laisse la parole pour finir sur votre pensée, François. Non, vous avez raison. Effectivement, l'Union africaine envoie ce groupe de sages, mais nous n'en sommes plus au stade de groupe de sages. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'Union africaine ne peut pas agir comme une ONG d'une association d'amis du quartier. Vous devez vous donner les moyens pour, dans des situations aussi tragiques et de façon prolongée que celle-là, imposer la paix. Mais je ne vois pas l'Union africaine capable même de concevoir les outils qui vont lui permettre d'imposer la paix. C'est quelque chose de très dommageable. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vois la situation en se dégradant davantage. Très bien, François. Je viens vers vous, Jonathan, justement. François estime, et je l'ai dit à l'instant, qu'il faut aujourd'hui remettre les points sur les i et assumer ce que l'Africa ou l'Afrique doit assumer. Vous avez une toute autre opinion, estimant que finalement ces scissions, ces divisions et même ces rivalités entre le nord et le sud du Soudan, entre les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes, ont été finalement construites et mises en place par l'impérialisme et par les puissances coloniale. Pour vous, selon vous, est-ce que, et vous avez aussi parlé, Jonathan, du rôle de l'ONU qui est finalement la tutelle aujourd'hui de ce pays. Est-ce qu'on peut considérer finalement ce jeune pays, le Soudan, créé en 2011 après la scission du Soudan, comme étant un pays sous néocolonialisme ou encore colonisé ou pas tout à fait indépendant? Ce n'est pas un pays indépendant, ce n'est même pas un pays, pour ma part, il n'est pas viable. Et d'ailleurs, l'un des problèmes de Salva Kiir actuellement, c'est qu'il pense que la non-viabilité de cet État est désormais un constat irréversible et qu'il faille retourner à l'unité du Soudan. C'est ce que j'aurais appris de la part de quelques indiscrétions. Il aurait émis l'idée d'un retour à l'unité du Soudan. Vous savez, il y a cette conversation entre des Soudanais en Australie. Il y a eu cet échange lors d'une conférence en Australie où l'année en 2024, les Soudanais se sont penchés sur les Sud-Soudanais, ils se sont penchés sur l'identité même du Soudan. Et ils se sont rendus compte lors de cette réflexion, c'est une amie qui est universitaire là-bas qui m'en faisait l'écho, elle me dit, ils sont arrivés à la conclusion que c'était une erreur de créer l'État du Sud-Soudan. Parce que l'impact, comme le disait le professeur Ndengwe, c'est l'affaiblissement de l'État.
de l'État soudanais. Avant 2011, que représentait le Soudan? Le Soudan représentait un des verrous de la Corne de l'Afrique. Un des verrous qui empêchait au terrorisme qui vient du Moyen-Orient d'essaimer dans la zone du Sahel. Or, après 2011, on voit les conséquences. C'est vrai qu'il y a eu le renversement de Kadhafi, mais au-delà du renversement de Kadhafi, il y a aussi la détérioration de l'État soudanais qui est devenu une passoire, une zone de transit. Si vous regardez tout le trafic d'armement qui vient du Moyen-Orient, ce trafic d'armement passe par le Soudan. Et quand vous vous souvenez que dans les années 80, les terroristes, bon, quand on dit terroristes, beaucoup vont croire qu'on parle d'individus qui, de par leur propre chef, s'engagent dans des logiques criminelles. Non, il s'agit de jeunes mercenaires qui sont au service des armées occidentales, font le sale job que les armées occidentales ont honte d'assumer. Ils le font en sous-traitance non officielle. Ils sont tout à fait présentés de manière négative comme étant des groupes insurrectionnels, mais dans les faits, ils travaillent avec les services secrets occidentaux et ils sont armés, financés par les services secrets occidentaux. Donc, vous avez le Soudan qui était déjà une base de négociation, une base de jonction entre les combattants, les mercenaires de la criminalité internationale qu'on appelle les terroristes et les services secrets occidentaux. 1987, souvenez-vous, Ben Laden, Osama Ben Laden, a séjourné au Soudan de Omar el-Béchir. Et il était là-bas sous la supervision de la CIA états-unienne. Donc, le Soudan, qui avait créé une économie liée à cette criminalité transfrontalière internationale, le Soudan avait la capacité, quand il était encore un État solide, un État fort avec el-Béchir, de contrôler ces forces négatives-là, de les empêcher de nuire sur les terres africaines. À partir du moment où el-Béchir a sauté, où on a partitionné ce pays, où les convoitises internationales ont pu assouvir leurs instincts sur le territoire, eh bien, on a fabriqué un ensemble d'acteurs qui sont capables de se faire la guerre pour rien, essentiellement pour les intérêts des autres. C'est ce qu'est devenu le Soudan du Sud. Cet État est à la merci de la convoitise internationale et ses riches ressources pétrolières, parce que c'est la zone la plus riche en ressources pétrolières dans le pays. Ces riches ressources pétrolières sont aujourd'hui en train de devenir le poison pour les populations qui y vivent. Ce qu'il faut, c'est que peut-être l'Union africaine, moi je n'y compte pas, ce qu'il faut, c'est que l'État sud-soudanais, du moins ceux qui se revendiquent être l'État sud-soudanais, travaillent à la construction d'un véritable État en s'émancipant d'abord du contrôle des multinationales. Ça peut être paradoxal parce qu'ils auront besoin de financement, mais on a vu certains États résoudre la question terroriste en trouvant des partenaires fiables à l'international. Ces partenaires existent. Donc, ceux qui se revendiquent être les leaders de l'État sud-soudanais devraient rendre cet État viable en cherchant des partenaires fiables, en diminuant la présence internationale. Jamais les contingents des Nations Unies n'apportent la sécurité sur un territoire. Ils doivent cesser de compter sur cette solidarité internationale. Ils doivent plutôt miser sur des moyens propres, en renforçant les capacités d'une armée nationale, en construisant une véritable armée nationale avec une philosophie de défense claire, avec des objectifs de défense nationale clairs, avec une architecture qui lui permette de se prémunir de toute attaque contre des forces négatives et de prendre le dessus même sur ces forces négatives. Ce n'est qu'avec un État véritable qu'on peut stabiliser la zone. Autrement, il faudrait donc que si les acteurs se rendent compte que ce qu'ils ont construit n'est pas viable, qu'ils retournent à l'unité avec le Soudan. On peut objecter que même de l'autre côté, ça ne tourne pas bien, donc c'est un peu une équation difficile à résoudre. Si cette équation est difficile, il faut rester dans la perspective où un acteur décide de construire véritablement un État au Soudan du Sud. Il faut un véritable État au Soudan du Sud. L'Union africaine ne peut rien faire pour le Soudan du Sud, je regrette. Je ne compte pas sur l'Union africaine. Elle n'a jamais rien résolu. Elle est une organisation, une caisse de résonance de l'Union européenne.
elle est carrément prisonnière des logiques des puissances qui créent le chaos au niveau du Soudan du Sud, donc elle ne peut pas être une solution. Ce n'est que des Sud-Soudanais avec une réelle volonté de stabiliser leur espace qui peuvent y apporter une solution. Et ils peuvent le faire en cherchant de vrais partenaires. Vous avez des États qui peuvent devenir partenaires comme l'État d'Algérie, qui a des capacités militaires, qui a des capacités de défense, qui a l'expérience en matière sécuritaire. Vous avez des États comme la Russie, vous avez des États comme la Chine. C'est des partenaires fiables qui ont fait leurs preuves dans le monde. Très bien, je viens vers vous. François, à la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan, justement, qui a commencé à mettre en place des prémices de solutions politiques pour sortir de cette crise au Soudan, qui, je rappelle, s'est cristallisée sous forme d'une crise, enfin, de rivalité entre les puissances concernant les énergies, concernant le pétrole et aussi d'autres ressources, mais aussi ce point nodal entre les deux pays voisins qui est le Soudan et le Soudan du Sud, duquel il s'est scissionné en 2011. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut prétendre à des solutions politiques, comme a commencé à en parler Jonathan, et parvenir à une paix, rappelant que les Soudanais aujourd'hui traversent un véritable drame? Comme je vous ai dit, moi je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que j'étudie l'histoire du Soudan depuis très longtemps, même sur le plan linguistique. J'ai écrit un article sur cela il y a quelques années. Je suis pessimiste parce que, je vous le dis, les cycles de violence au Soudan sont très longs. Vous voyez déjà, par exemple, la guerre au nord, au Soudan, à la République du Soudan, ça dure depuis déjà très longtemps et on n'est pas prêt de voir la fin. Je vous ai rappelé les deux guerres qu'il y a eu. La première guerre qui a duré 17 ans, la deuxième guerre qui a duré 22 ans, et maintenant on s'engage dans un nouveau cycle de violence. Moi, je suis très pessimiste et là, je vais rejoindre mon frère, le docteur Matengene, où il a dit que l'Union africaine et même l'ONU n'apportera pas de solution. Je ne connais pas de cas en Afrique où les soi-disant forces de maintien de la paix de l'ONU ont apporté des solutions. L'Union africaine, qui a créé donc le Conseil de paix et sécurité, et qui en cela a fait une erreur stratégique parce qu'elle se considérait un peu comme l'ONU, elle essayait de singer l'ONU, mais au niveau africain. Ce n'est pas ça la solution. Il faut, et comme l'a dit le docteur Matengene, des forces militaires solides. Parce que, comme je vous dis, à un moment donné, il faut imposer la paix. Il faut arrêter les souffrances des hommes et des femmes et des enfants. Et tant qu'il y a des belligérants qui sont ou bien manipulés par l'extérieur ou bien qui ne pensent qu'à leur intérêt, il faut une force solide pour essayer d'imposer la paix. Malheureusement, je ne vois pas les contours d'une telle force se dessiner. L'arrestation du vice-président va plutôt compliquer la situation et le Soudan du Sud lui-même va entrer dans un cycle de chaos avec à sa tête quelqu'un qui est là, comme je vous l'ai rappelé depuis la fin des années 50 et qui a été dans tous les coups. Il a été même le vice-président de la République du Soudan quand le Soudan était ensemble et qui se maintient à la tête du pays. En cela, on doit faire un peu de recul et aller lire la constitution du Sud-Soudan. Et là encore, j'avais eu l'opportunité de discuter avant que tout ceci se passe. J'avais apporté mes modestes contributions en prévenant les gens que vous allez au-devant de catastrophes. J'étais un oiseau de mauvaise augure, malheureusement, c'est ce qui s'est produit, parce que, y compris dans les textes, il n'y a pas la place pour le peuple. Ce monsieur est au pouvoir depuis 2011. Je ne conteste pas que la longévité au pouvoir, mais je veux que le pouvoir soit légitime et qu'il émane de la population. Or, on en est très, 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 très loin au Sud-Soudan. On a un pouvoir personnel et même clanique qui va plonger le pays dans des convulsions. Je ne sais pas où ça va aboutir. Enfin, je veux dire le contenu, mais quand je vois objectivement les choses sur la longue durée et les événements récents,
je suis très pessimiste pour le Sud-Soudan. Très bien, François. Malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous a imparti. Jonathan, vous avez 30 secondes pour un dernier mot concernant le Soudan. Et comme vous le savez, même si François a dérogé à la règle, on aime que le dernier mot soit toujours positif ici, dans Cap sur l'Afrique. Effectivement, si on doit prendre un élément important, il faut que les acteurs du Soudan s'émancipent des logiques des multinationales. Vous ne pouvez pas servir un intérêt national en étant l'esclave des multinationales. Tous les acteurs qui sont dans cette logique vont simplement contribuer à y ajouter du chaos. Il faut une émancipation de ces acteurs et que ces derniers aient à cœur véritablement l'intérêt national soudanais. C'est ce qui doit être au cœur. Si les acteurs ne l'ont pas, on ne verra pas de solution. S'ils l'ont, vous verrez une solution se dessiner dans les prochains jours. Très bien, merci Jonathan. Je rappelle que les deux invités ont été d'accord ce soir sur l'idée de construire une indépendance et une autonomie et une souveraineté nationale pour l'ensemble des acteurs soudanais pour que le Soudan et l'ensemble des pays africains puissent aller de l'avant ensemble. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Cap sur l'Afrique. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, prenez soin de vous.